Bonjour à tous et merci de cette invitation. Je me sens assez petit après ce que nous venons d'entendre, mais bon, voilà, c'est plus une vie sans doute proche de celle que vous avez que je vais essayer de relater. Donc, le thème de ce que je vais vous raconter, c'est la charité, un fil rouge à mon ministère de diacre. Alors, je vais le faire en plusieurs points. D'une part, il y a eu un moment dans ma vie, je dirais entre 15 et 25 ans, où il a fallu que je rentre un petit peu, que je découvre celles et ceux qui rentrent mal dans nos sociétés occidentales. Et ça a été un peu la découverte de ce que pouvait être la charité dans ma vie, à travers aussi les problèmes de développement international. Ensuite, je peux dire que j'ai découvert la grande pauvreté avec ATD Quart Monde. Puis après, il y a une partie de ma vie qui est plus liée à ma paroisse, avec une vie de famille, une équipe fraternelle de prière, et puis le diaconat, l'interpellation. Et puis après, j'ai été diacre au sein du diocèse à travers les équipes fraternelles et de plus en plus avec le réseau Saint-Laurent. Et aujourd'hui, je suis diacre accompagnateur de ce qu'on appelle la pépinière Laudato Si, c'est-à-dire en gros le service qui essaye de faire connaître l'encyclique du pape. Donc je vais me présenter en quelques mots. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc j'habite à Plaisir, c'est à 15 km à l'ouest de Versailles, à la limite du monde rural et du monde urbanisé. Mon travail professionnel jusqu'à 2021, où je suis arrivé en retraite, était d'être chercheur à l'INRA, donc dans le domaine des pratiques d'élevage, et engagé à presque mi-temps sur l'ensemble de ma carrière au niveau syndical. Je suis diacre depuis 2009. D'abord donc accompagnateur des équipes fraternelles du diocèse, maintenant accompagnateur de la pépinière Laudato Si, d'un certain nombre de voyageurs, ceux qui habitent dans du voyage, ceux qui habitent près de chez moi, et puis depuis cette année, avec mon épouse, accompagnateur des diacres, des candidats au diaconat. Donc, mon exposé va essayer de montrer comment la charité est donc un fil rouge à mon ministère diaconal à travers la relecture d'un certain nombre d'événements ou de choix importants pour moi. Je commencerai par des moments marquants de ma vie avant d'en arriver au temps fort du ministère. Donc d'abord, j'ai découvert la charité, ce qui n'était pas une évidence pour moi au départ, loin de là. J'avais 15 ans, j'étais à Lourdes, pèlerinage d'aumônerie, et j'ai fait la connaissance d'une jeune femme handicapée, 10 ans de plus que moi, et de sa maman. Et avec des amis, des copains de l'époque, on était invités régulièrement chez ces personnes qui habitaient dans un quartier pauvre à Versailles, et on a découvert peu à peu leur vie. L'engagement de la maman auprès de sa fille, et la force de vivre de cette jeune femme, malgré un très gros handicap. On est rentré de plus en plus en proximité, j'insiste un peu là-dessus, avec elle. Quand la maman a pu nous solliciter, elle s'est sentie assez à l'aise pour nous solliciter, pour qu'on vienne passer quelques nuits au sortir d'une opération pour elle. Et j'ai vraiment découvert l'engagement total de cette maman auprès de cette jeune femme handicapée. Et j'y vois maintenant une manifestation de la charité divine. Bon, après, je me suis engagé dans un groupe de personnes handicapés de l'Association des paralysés de France pour aider ceux qui vivaient des gros handicaps à pouvoir réaliser des journées, des week-ends, des vacances, et puis permettre aussi le repos de leurs parents pendant ce temps-là. Je dirais qu'à cette époque, nous manifestions dans la rue en disant que la charité retardait la justice. Donc vous voyez que le mot charité n'est pas totalement immédiat, mais je pense que ça a quand même de l'intérêt de pouvoir dire ça. Alors après, j'ai été confronté à des questions de développement international. Dès que j'étais à l'INRA, en fait, je fais une formation à l'agro. Et
à la fin des années 70, au début des années 80, j'ai l'opportunité de m'engager à aller enseigner la culture maraîchère à des travailleurs migrants de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, vous voyez, un jeune étudiant, 20 et quelques années, qui va enseigner la culture maraîchère à des travailleurs migrants qui ont quand même quelques années d'expérience et qui savent ce que c'est que le pays dans lequel ils vivent. Donc on a l'intérêt pour moi de cette action-là, ça a été d'aller dans les foyers de travailleurs migrants parisiens, d'y découvrir l'accueil que nous réservaient des gens qui pourtant avaient très peu. Bon, j'ai aussi tenté de monter une démonstration de culture attelée en Île-de-France, vous imaginez, c'était absolument extrêmement simple. Mais j'ai vérifié de moi-même, ce qui est quand même un peu évident, c'est qu'il vaut mieux partir de l'échange que d'une position descendante. Et je pense qu'on a beaucoup appris, et plus sans doute que ce qu'on pensait, et en fait on a appris de nos amis africains plus que nous pouvions leur donner, en matière de culture attelée, de maraîchage et tout ça. En passant, comme cette démonstration de culture attelée avait lieu un été chaud, on a pu voir ce que donnait la pratique du ramadan et la respecter profondément. Donc dans l'année 82, j'ai été passer un an en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à l'époque, beaucoup faisaient un service militaire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la coopération à la place du service. Et j'ai travaillé sur des questions de recherche qui concernaient déjà l'élevage. Et sur le terrain, j'ai découvert vraiment une vie de joie de ces personnes qui vivaient dans les villages ou dans les villes où j'étais, malgré des situations de pauvreté. Et sur le plan agricole, on avait des pratiques qui reliaient les champs cultivés et puis l'élevage. Et ces pratiques-là étaient extrêmement réfléchies, je ne vous en dis pas plus, mais tenaient très bien compte à la fois du milieu, des conditions climatiques et des conditions sociales autour de tout ça. Et là, vraiment, ça m'a vraiment frappé qu'en fait, ce n'est pas le chercheur qui sait, mais le praticien. Et en fait, le chercheur peut mettre en forme ce qu'il observe et le relier à la théorie. Il relie ces pratiques à la théorie qui existe à ce moment-là et il fait avancer la théorie. Mais ce qu'il apprend, il apprend vraiment des praticiens. Alors là, après, c'est en rentrant d'Afrique que j'ai découvert la grande pauvreté. Alors ça peut paraître bizarre parce que l'Afrique est quand même un lieu où la pauvreté est importante, mais je ne l'ai pas découverte. Mais j'étais coopérant à l'époque, donc coopérant, même si c'était coopérant à la place du service militaire, c'est quand même l'homme blanc qui gagne des sous. J'aurais pu la découvrir, mais c'est pas ça qui s'est passé. Je l'ai découverte en rentrant, quand j'ai fait le choix de m'investir à ATD Quart Monde, et je l'ai découvert donc ça en France. Et c'est en proximité de Versailles que j'ai fait connaissance de personnes très pauvres à partir de 1985. J'ai passé 15 ans à l'Université populaire Quart Monde d'Île-de-France. C'est un lieu de rencontre et de parole partagée entre des personnes de milieux différents. J'ai découvert la grande pauvreté subie. J'insiste sur ce mot subie. Ça n'a rien à voir avec la grande pauvreté choisie, qu'on nous balance souvent dans la figure quand on est dans le milieu chrétien. On a choisi d'être très pauvre. Cela n'a rien à voir. Quand on fait le choix, on peut toujours rebondir pour aller ailleurs. Celui qui subit la pauvreté ne peut pas rebondir. Et ça, c'est complètement différent. J'ai découvert aussi dans cette université populaire, finalement, la reproductibilité de génération en génération, mais aussi l'intelligence des très pauvres sur des sujets différents de la vie, pour peu qu'on aille chercher leurs paroles. Et là, j'ai vraiment découvert le combat des familles qui subissent la misère pour le respect de leur dignité. Alors à l'époque, je suis quelqu'un qui est chrétien, mais sans attache particulière à une paroisse ou à une communauté religieuse. Je me retrouve juste en phase avec un groupe d'amis connus à l'agro et quelques personnes d'ATD avec lesquelles je peux prier. Et comme je disais tout à l'heure, c'est encore vrai à ce moment-là, je parle plus de solidarité, de respect des droits, que de charité. Alors ensuite, il y a une vie de foi qui va démarrer dans la paroisse de Plaisir où je déménage à ce moment-là.
travers la famille. Donc, avec Annick, on s'est installé à Plaisir, on s'est marié, on a accueilli 2 enfants. Et comme beaucoup de parents à cet âge de la vie, à ce moment de la vie, on les accompagne à l'éveil à la foi, au catéchisme, à l'aumônerie, on s'investit, même chose avec les parents d'élèves. J'abandonne à ce moment-là l'Université populaire Carmonde d'Île-de-France et je continue d'autres activités avec le mouvement ATD Carmonde. Après 2 ans de mariage, j'ai un gros problème de santé qui me fait dire que si jamais vous avez une grippe, il vaut mieux se soigner. Et encore mieux, faire un vaccin avant, c'est plus sûr. Mais j'ai découvert à cette occasion ce que pouvait dire prendre soin de l'autre, parce qu'on a pris soin de moi. Et ça, je peux vous le dire à la fois pour les médecins, les infirmiers, tout le personnel soignant, et également pour ma famille, parce qu'il a fallu prendre le relais au niveau des enfants. Mon fils avait 4 mois à l'époque. Donc il a fallu que j'apprenne à recevoir. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui fait découvrir des choses. Peu après notre arrivée à Plaisir, on a monté avec un prêtre une équipe de prière avec des personnes qui vivaient la pauvreté financière, pauvreté liée à la migration, à la maladie, qui était surtout psychiatrique à Plaisir, parce qu'on a un hôpital psychiatrique. Et donc il y avait des personnes pauvres et des personnes solidaires. Et on a goûté à la joie, avec joie, et tout ce que les plus pauvres nous ont apporté dans les commentaires de la parole de Dieu. On a vu se développer, et ça a été assez extraordinaire, la charité entre les personnes très pauvres, qui ne se connaissaient pas toutes au départ, et puis entre elles et nous. Et ça aussi, c'est parce qu'on était proches. On a créé petit à petit cette proximité. À cette époque-là, je suis présent au vicariat à la solidarité, qui changera de nom par la suite, et qui est une structure diocésaine d'appui aux personnes engagées dans le secteur social et la misère, j'ai envie de dire, et la prière, pardon, secteur social et la prière, en dehors des associations type Secours catholique, qui ont d'autres moyens de se ressourcer. Je pense alors que j'ai apporté la parole des membres des quelques équipes fraternelles, il y en avait 7-8 qui existaient dans le diocèse. 2003, je suis interpellé au diaconat par le prêtre ami qui nous avait mariés, avait baptisé les enfants et fondé avec nous l'équipe de prière Soleil. Ça a été franchement une grosse surprise pour nous. On n'avait jamais envisagé un tel engagement. Et lui avait fait tout de suite un lien entre la création de l'équipe fraternelle, notre engagement à ATD Carmonde, à Annick et moi, puisqu'on s'est connus à ATD, et ce que j'avais vécu au niveau de la santé. Avec mes mots, là, je dirais aujourd'hui, ouverture aux autres différents, solidarité, mais aussi fragilité. Alors, je deviens diacre en 2009, et je suis d'abord au sein du diocèse, en mission auprès des équipes fraternelles. Ma première mission m'a sollicité pour être 12 ans au service de ces équipes. Ensuite, au synode qui a eu lieu dans notre diocèse, l'évêque a demandé la création de groupes de prière avec des personnes très pauvres dans chaque paroisse. Alors dans ce cas-là, il se passe quand même quelque chose. Et on est passé de 7-8 équipes à plutôt 25-30, donc en assez peu de temps. Et donc mon accompagnement à ce moment-là a plutôt été l'accompagnement au montage d'équipe. Alors l'objectif du diocèse, c'était de créer des lieux de prière autonomes les uns des autres, même s'il y a des caractéristiques communes dans ces équipes, toujours un temps de prière autour de la parole, toujours un temps de prière d'action de grâce et d'intention, et un temps convivial. C'était représenté dans tous les sens, selon l'heure. Il y avait les 3 ingrédients systématiquement. Et par contre, il n'y avait jamais d'incitation au départ vis-à-vis des personnes solidaires pour qu'elles créent des liens d'amitié
avec les plus pauvres. Au-delà du groupe, c'est-à-dire à d'autres moments, pas au moment où on est en train de se retrouver, mais peut-être à d'autres moments dans l'église ou chez nous, ou chez soi, tranquille, même si bien sûr ça a pu être le cas. Il n'y a pas non plus de travail de recherche à partir des paroles des pauvres. On aurait pu le voir avec Frédéric Marie qui a travaillé comme théologien sur ces paroles. Eh bien, voilà, nous, c'était pas ça. C'était monter des équipes pour prier, simplement pour prier. On ne s'est pas interrogé à ce moment-là sur peut-être le type de conversion pour chacun d'entre nous, pour nos paroisses, en réfléchissant peut-être au sens que ces groupes avaient. Et puis peut-être aussi, on aurait pu aller plus loin sur les liens nouveaux que ça pouvait créer. Il y avait un seul temps de regroupement des équipes, c'était un temps festif, annuel, toujours dans une paroisse du diocèse qui nous accueillait. Et on confiait la préparation à l'équipe ad hoc de l'équipe de la paroisse en question, puis aux équipes fraternelles. Et quand on a demandé aux équipes fraternelles de venir préparer, généralement, on avait des personnes solidaires qui venaient. Personne, très peu de personnes, se disaient, mais ça peut être les personnes qui prient avec nous, qui sont en situation de pauvreté, qui viennent. Non, c'était pas l'optique. On n'avait pas réussi là-dessus, et c'est quelque chose que moi, j'ai pas réussi à faire vivre vraiment. Du coup, voilà, il n'y avait pas de facilité à vivre l'égalité des contributions entre les membres des équipes. Alors, même si, effectivement, on n'avait pas ces temps de rencontre, on a quand même cherché à en créer un, et on a proposé à l'ensemble des équipes du diocèse une formation à la prise de parole des très pauvres. Et Philippe, qui est ici, Philippe Buquenoy, qui est ici, se souvient bien, parce que c'était en 2017-18, et en 2018, la formation ayant bien démarré, j'ai été changer les coronaires, parce que voilà, il marchait plus bien, donc je me suis absenté un petit peu. Donc voilà, j'ai retrouvé le monde des soignants et l'accompagnement des soignants à ce moment-là. Voilà, donc on peut s'interroger, quel est l'apport sur la place des pauvres dans le diocèse et dans nos vies à chacun. Je pense que là, il y a une étape qu'on n'a pas bien réussi à franchir, même si on a avancé. Il ne faut certainement pas renier tout ce qui a pu se faire. Et dans toutes ces années, j'ai eu la chance de connaître le réseau Saint-Laurent, donc en allant à Diaconia 2013 à Lourdes, et ensuite dans différents temps. Et ce réseau Saint-Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, fédère des équipes comme ces équipes fraternelles du diocèse, mais qui sont des fois des équipes qui sont déjà réunies à travers des groupes comme la Pierre d'Ancre ou le Sapel, des groupes proches de la spiritualité de Joseph Brzezinski, et des recherches théologiques peuvent y avoir lieu. Alors j'ai la chance, moi, de pouvoir participer avec des membres du groupe Soleil à différents rassemblements nationaux à Lourdes, et ça a été très fondateur pour moi, mais aussi pour toute l'équipe Soleil qui a pu participer avec moi par la suite à des pèlerinages en 2021, en 2023. Et ces temps-là, moi, je les vois vraiment comme des temps où on a pu prier ensemble dans des fraternités qu'on créait dans les pèlerinages. Il y a eu des temps d'ateliers où les talents des uns et des autres se sont exprimés, dans des talents sur des choses très diverses. Et puis on a pu faire des fêtes entre des personnes de différentes origines. Et ça a été quelque chose d'important. Alors après 2019, une initiative est lancée par le réseau et par les diacres du réseau Saint-Laurent. Et cette initiative touche à l'identité des diacres engagés avec les plus pauvres. Et on a essayé de vivre des week-ends. On a même écrit, on a fait des ateliers d'écriture pour écrire à nos évêques. On a rencontré Pascal Delannoy pendant un pèlerinage à Lourdes en 2023. Il accompagnait le pèlerinage. Et cette initiative, elle soutient aussi des diacres qui peuvent être relativement seuls dans leur diocèse. Et cette année, elle vise à soutenir par des actions communes les plus pauvres dans leur participation au jubilé dans les différents diocèses. Lors des temps que nous passons ensemble, nous échangeons sur nos pratiques,
sur les difficultés de nos missions, mais aussi sur les joies de voir l'Église qui avance avec les plus pauvres. Et ça, à ce titre-là, je suis maintenant membre du comité de pilotage du réseau Saint-Laurent. Bon, j'étais le plus proche de Paris, c'était plus facile. C'est à ce titre-là que j'y ai été, mais c'est une grande richesse pour moi. À titre d'illustration, je citerai volontiers un paragraphe de Luc 10, 21, qui nous sert beaucoup de référence. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Cette exultation de joie de Jésus concerne les pauvres, car ils savent comprendre le projet de Dieu. Père, à cette heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Collectivement, ça nous a fait écrire: le partage de la parole de Dieu permet aux plus pauvres, mais aussi à tous les autres de se redresser, d'être ensemble des vivants. Elle devient véritablement bonne nouvelle. Et pour que cette parole, bonne nouvelle, soit entendue, il faut un espace fraternel dans les communautés. Il faut véritablement que cette parole soit attendue. Voilà au niveau de ma dernière période plus récente, donc je suis en retraite professionnelle et je suis appelé à une autre mission qui est toujours dans le secteur de ce qui était la diaconie du diocèse. Ça a changé de nom ensuite, ça s'appelle Charité Mission aujourd'hui. Je suis donc devenu accompagnateur de la pépinière Laudato Si, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des outils, de voir quels sont les outils qui sont pris par les différentes paroisses pour avancer dans la connaissance de Laudato Si. Je suis aussi accompagnateur de la prière hebdomadaire des voyageurs dans mon secteur géographique, comme je vous le disais tout à l'heure, et j'accompagne avec mon épouse donc les nouveaux diacres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces missions, mais concernant Laudato Si, j'ai cherché à rendre possible la participation des plus pauvres aux actions des équipes Église Verte qui étaient créées dans les paroisses. Bon, vous le savez peut-être, finalement, sur le plan social, les équipes Église Verte ne sont pas forcément extrêmement mélangées. C'est plutôt des gens qui se ressemblent et qui n'accueillent pas forcément beaucoup les plus pauvres, même s'ils peuvent être là. Et donc on a eu l'idée, avec les personnes du Secours catholique, avec ceux qui s'occupaient à ce moment-là des équipes fraternelles, de se dire, il y a une vingtaine d'équipes Église Verte, si dans des mêmes lieux, elles pouvaient s'associer à des équipes qui rassemblent des personnes en situation de pauvreté, on pourrait avancer. Par exemple, on pourrait demander aux plus pauvres, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot écologie? Quel est le sens? Par exemple, à Plaisir, dans ma paroisse, on avait une préoccupation commune, le tri des déchets. Bon, pas très original a priori. Bon, quand les très pauvres en parlent, ils parlent de leur préoccupation de voir passer les ordures devant leurs fenêtres, venant de l'étage au-dessus. Bon, c'est pas forcément ce que nous on a en tête. Et puis aussi, ils parlent de leur préoccupation de ne pas avoir de poubelles de tri dans leur quartier. Parce que dans certains quartiers, on a jugé qu'ils n'étaient pas tout à fait aptes à ça. Et donc, on ne leur a pas proposé. Chose intéressante. On a discuté d'un plan d'action pour faire ensemble un certain nombre de choses qui pouvaient concerner toute la paroisse. Donc, on a été visiter un centre de tri. On l'a juste à côté de chez nous, c'est plus facile. Mais on a aussi visité les fermes en proximité. Puis on a aussi eu des ateliers de cueillette de fruits, de fabrication de confitures, qu'on revend à la paroisse après. On a mis en place une brocante gratuite. Ça, c'est une idée simple. Au lieu de faire payer, vous demandez aux gens d'amener différents objets dont ils n'ont plus vraiment besoin. Vous les stockez, vous ouvrez un petit peu à tout le monde, et chacun peut venir prendre des objets qui l'intéressent. Les objets ne croupissent pas dans les greniers, et ils circulent. Et puis, les personnes plus pauvres, elles en font tout à fait leur miel et sur des choses tout simplement utiles pour la vie.
On a mis aussi en place un jardin maraîcher au presbytère. Et puis, on s'est dit, souvent dans les équipes Église Verte, on monte des conférences, on regarde des vidéos ensemble et on pose. Puis on a regardé un petit peu, c'était une paroisse à côté qui faisait ça, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée parce que vraiment c'est des vidéos intéressantes. Alors, elles n'étaient pas toujours tout à fait compréhensibles, donc on a pris nos ciseaux informatiques et on s'est dit, tiens, là, on va pas regarder ça, on va regarder plutôt ça. Et puis on a essayé de retraduire certaines questions avec des personnes pauvres qui étaient avec nous dans l'équipe, de façon à ce que tout le monde puisse entendre la question dans un langage qui est compréhensible. Et puis voilà, on a invité des gens en situation de pauvreté, on a invité aussi des migrants divers et variés qui sont dans la paroisse. Et ça, pour inviter, ça suppose d'être en lien au préalable. Et comme les diacres du réseau Saint-Laurent l'écrivaient, favorisons les lieux ecclésiaux qui permettent l'échange de la parole, la réciprocité, le pouvoir d'agir ensemble, avec la participation des plus pauvres, aux prises de décision. Bon, je ne vais pas vous parler de mes autres missions parce que je n'y vois pas suffisamment clair pour faire un lien avec la charité. Je conclurai donc en vous disant que la charité, pour moi, ça prend la forme d'une part de l'accompagnement à la prise de parole des plus pauvres. Pour la prise de parole des plus pauvres, je ne vois pas énormément de règles, si ce n'est d'avoir du temps et de partir de supports qui soient adaptés. Bon, le réseau Saint-Laurent m'a fait découvrir la pratique de la lecture de l'évangile pas à pas. On prend un verset, pas les autres, on prend un et on le partage. Ça permet à tout le monde de parler et ça empêche ceux qui ont déjà lu la fin et qui ont plein de connaissances de parler. Parce qu'eux, ils vont se référer à la suite. Et non, c'est pas ça, parce que là, on dit non, c'est le premier. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier verset? Et c'est d'une richesse assez extraordinaire. On peut aussi avoir un peu plus des jeux de scène, on peut avoir des choses un peu plus vivantes. Tout ça s'inscrit dans un projet qui vise à l'émancipation de chacun. Ça veut dire qu'on essaye de se donner ensemble des outils qui permettent de prendre en charge sa vie de façon peut-être plus réfléchie, avec plus de recul, je dirais y compris sur le plan spirituel. Ça passe par des actions de rassemblement des personnes où les personnes peuvent exprimer leurs talents. Les talents, ils peuvent être de la cuisine au chant, passant par la danse, la gestuation de texte. On n'est pas beaucoup d'équipes clameurs, dans clameurs, c'est-à-dire avec des personnes pauvres dans les équipes, on a du mal à les monter. Il y a une autre équipe qui fait place à beaucoup de migrants et la cuisine est un lieu d'échange entre les personnes. C'est pas très nouveau tout ce que je dis, mais bon, c'est bien de le mettre en œuvre au sein d'une paroisse parce que les paroissiens y sont invités et y répondent. Et puis c'est créer des liens amicaux avec les personnes. Et il ne faut pas oublier que toute femme, tout homme est fragile. À l'opposé du bruit de fond de notre société qui demande à chacun, à chacune, d'être toujours le meilleur, le plus performant, celui qui est en pleine forme. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on rencontre ces personnes très pauvres qui nous le mettent devant les yeux. C'est pas vrai parce que des fois on a des petits problèmes de santé ou des gros et que on découvre qu'on est comme tout le monde, un peu fragile. Je vous remercie.